Bon, alors on va revenir sur cette attaque informatique qui a frappé l'assistance publique hôpitaux de Paris, la PHP. On a près de 1,5 million de Français qui ont été touchés par cette attaque. C'est plutôt des personnes qui ont été dépistées contre le Covid-19 en Ile-de-France autour de la mi-2020. Je dis plutôt parce que finalement, dans ce fichier, j'imagine qu'on peut retrouver aussi d'autres personnes. Mais tout ça, on va en parler justement avec mes invités, experts en cybersécurité. Jacques Delarivière, président de Gatewatcher, éditeur de logiciels de sécurité spécialisé dans la détection des intrusions avancées. Vous éditez notamment une sonde qui permet de détecter les attaques en temps réel et qui a été qualifiée par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Avec nous, autre expert, Guillaume Vassaux-Houlière, cofondateur et président de Yes We Hack, qui est une plateforme de bug bounty. Bug bounty, ça veut dire que vous rassemblez beaucoup de chercheurs en sécurité, à peu près 25 000, je crois. C'est ça. À travers le monde, on les appelle les hackers éthiques et eux, ils vont traquer les vulnérabilités afin de mieux protéger ces réseaux informatiques. Alors on commence avec qui veut démarrer sur cette question de ce que l'on sait de cette attaque qui a été menée donc cet été, mais révélée seulement mi-septembre. Peut-être déjà une réaction là-dessus. Est-ce que c'est un délai tout à fait classique et acceptable de communication après une cyberattaque? Du coup, c'est effectivement, bonjour, c'est un délai légal, il y a un délai de communication assez rapide. Alors là, le délai est un peu plus long que le délai légal, mais maintenant, c'est un délai légal qui est imposé par la CNIL et par le RGPD. Donc c'est une attaque... Donc le délai légal est de combien ? Le délai légal est de 48 heures à partir du moment où la victime en a connaissance. Et elle doit aussi informer les personnes qui ont été victimes aussi de la fuite de données. Moi, en l'occurrence, par exemple, j'ai reçu un mail de la PHP. Et d'ailleurs, chez Bismart, on est nombreux aussi à en avoir reçu. Ouais. Ouais. Et donc, qui s'excusent effectivement de cette fuite de données. Alors, comme souvent, ils disent que c'est pas vraiment de leur faute, mais d'un prestataire qui aurait mal configuré un serveur. La sécurité, c'est avant tout des principes simples, comme pour faire des fondations d'un bâtiment. C'est anticiper, des fondations solides. On parle souvent de security by design. Ça demande d'anticiper les vulnérabilités. Guillaume, alors, on va peut-être pas aller aussi vite que ça. Alors déjà, donc, effectivement, on a reçu un mail d'excuses, mais qui laisse, je disais dans le sommaire, un peu désemparé, parce que finalement, bon, on apprend qu'un certain nombre de données ont été subtilisées par des pirates. Mais après, que se passe-t-il? Alors, quel type de données déjà? Peut-être revenir là-dessus. C'est quand même l'identité, le numéro de sécurité sociale. Et aussi les coordonnées des personnes textées et éventuellement des cas contacts que l'on a signalés, l'identité aussi des responsables de santé qui se sont occupés de nous. Ça fait quand même beaucoup de données perso, ça. Oui, ça fait un petit peu de données. On peut y avoir pire. Mais globalement, aujourd'hui, ce qu'on a vu par rapport à la vulnérabilité en question, 1,4 million de données qui ont été exfiltrées, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'était un partage de fichiers qui a été mis en œuvre temporairement pour partager notamment avec l'assurance maladie. Et donc, du coup, il y a eu des... En fait, c'était pour le suivi de cas contacts. La PHP avait mis en place un système de transfert de données avec la sécurité sociale. Et c'est ce système de transfert qui était fragile, non sécurisé. Alors, en fait, la PHP n'a pas communiqué sur le sujet techniquement. Donc, du coup, on a un petit peu de briques d'information. Donc, une vulnérabilité potentielle dans le logiciel qui est utilisé. Donc là, typiquement, un manquement de l'éditeur ou un problème, justement, comme disait Jacques, du by design. Quand on crée quelque chose, on va voir si on est dans les best practices en fait en thème cyber qu'on va fournir à son client. Donc ça, c'est hyper important. Et deuxièmement, après, il y avait la rétention des données. Donc ça, c'est une grosse question. C'est-à-dire que normalement, les liens devaient être supprimés. Et donc, du coup, ils sont restés plus longtemps, donc 1 an globalement, sur Internet, protégés par un mot de passe. C'est ça, on parle de tests qui ont été réalisés en mi-2020. Exactement, au mois de septembre. Là, globalement, la faille a été détectée en septembre et puis on se retrouve avec des données à mi-2020. Mais le problème, c'est que votre numéro de sécurité sociale, en fait, vous ne le changez pas comme un mot de passe, c'est à vie. Donc, en fait, on va découler potentiellement à des choses qui sont malveillantes sur ces données et qui vont être utilisées pour faire du phishing, au faux, usage de faux potentiel par les gens qui sont malveillants.
Il y a des enquêtes aujourd'hui qui sont lancées. Évidemment, la PHP a porté plainte auprès du procureur de Paris, mais il y a aussi la CNIL qui a ouvert une enquête sur cette violation. Est-ce qu'on avance dans l'enquête? Est-ce que vous avez des informations là-dessus pour connaître l'origine déjà de l'attaque? En fait, comme toutes les enquêtes, en général, les informations sont restées dans le cercle judiciaire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que globalement, en fait, je pense qu'il faut aussi s'interroger sur les autres fichiers qui pourraient être comme ça aussi encore à disposition sur Internet, donc qui pourraient être soit piratables ou aussi juste accessibles en clair. On a vu qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses vulnérabilités sur le cloud qui sont encore sorties ce matin et qui ont impacté des centaines de clients de Microsoft et de d'autres grands acteurs du cloud. Et en fait, elles impliquaient que des fichiers étaient disponibles de manière ouverte sur Internet. Mais alors quand on entend ça, moi j'ai l'impression qu'on banalise un petit peu ces problèmes de failles de sécurité, parce qu'on se dit finalement, tout le monde est touché, y compris des grosses boîtes, donc c'est la faute à personne. Est-ce que, pour revenir sur quand même ce type d'attaque, est-ce que vous qui surveillez tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une signature en particulier qui s'attaque à la PHP, qui s'attaque aux hôpitaux publics français? Est-ce qu'il y a des groupes qui sont spécialisés dans ce type d'attaque? On va plutôt dire que c'est opportuniste, c'est une question d'argent. En face de nous, on a des gens qui sont... Mais d'argent, les hôpitaux publics, on n'est pas sûr que ce soit franchement la bonne pioche. Oui, mais vous savez, en France peut-être, mais dans d'autres pays, peut-être que... Et Jacques pourra peut-être rebondir là-dessus, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, 4 fois plus d'attaques en 2020, 11% des victimes qui ont été traitées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc l'ANSSI, qui étaient justement dans le système hospitalier. Donc vraiment, on a vu cette croissance au niveau de cette cible de choix pour des groupes, et on est vraiment sur des sujets où c'est vraiment de l'opportunité pour générer de l'argent d'une façon ou d'une autre. Et donc du coup, ils sont aperçus aussi qu'il y a... Parce que là, c'est pas un rançongiciel, il n'y a pas eu de demande de rançon auprès de la PHP. En fait, les fichiers après sont revendus. Donc un fichier piraté a une valeur forte, et donc là un fichier qui est d'aussi bonne qualité, si on peut dire, parce que c'est un fichier qui est très cohérent avec des données vraies et vérifiées. Donc qu'est-ce qu'on peut en faire derrière? Des personnes qui font par exemple du télémarketing, ou qui veulent, comme le disait Guillaume, faire du phishing, donc du piratage, envoyer des courriers simplement pour souscrire à des produits frauduleux. Vous savez, l'imaginaire dépasse souvent ce que nous, on peut imaginer comme simple personne, et il y a toujours un potentiel d'utilisation très fort de ce type de fichiers. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de fichiers accessibles sur Internet, sur les réseaux, qui devraient être des fichiers sensibles? Je pense que d'une part, il y a l'urgence du Covid qui fait que les différents organismes qui ont fait des tests ont dû s'adapter en temps réel. Et donc, on fait... Donc, il n'y a pas forcément la logistique informatique adéquate. Et souvent, ils ont assez peu de moyens pour être au contact de nombreuses personnes qui travaillent dans la santé, dans le numérique pour la santé. Ils font un travail remarquable compte tenu des moyens qu'ils ont. Parce qu'il faut souvent aller très vite, il y a des urgences aussi médicales, et qu'il faut aller vite pour mettre en place des systèmes qui marchent sans forcément penser à la robustesse du logiciel ou de l'infrastructure, parce que la robustesse, ça prend plus de temps, ça prend plus de réflexion, et dans l'urgence, on cherche juste à brancher un système qui marche, et on se retrouve avec... Mais là, on parle de données de santé, il y a une réglementation beaucoup plus stricte sur ces données-là. Normalement, on devrait avoir une protection... Oui, mais je pense que Jacques a expliqué le problème, c'est globalement un manque de moyens et l'urgence. Donc on se retrouve sur les mêmes problématiques qu'on a dans toutes les entreprises, dans toutes les structures qui ont un système d'information. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a Internet. Internet, c'est simple. On a des outils qui sont simples. On croit que derrière, en fait, le prestataire a sécurisé tout. Et en fait, même si on met un mot de passe Toto, c'est sécurisé. Et en fait, on se retrouve... Il y a de l'hygiène informatique, il y a de la technique, et il y a aussi les moyens qu'on va mettre en face. Et aujourd'hui, on voit plutôt... je veux dire, c'est français, mais pas que. C'est que la cybersécurité a un coût. Mais aujourd'hui, on a un transfert de cette logique vers plutôt du marketing, puisqu'aujourd'hui, vous allez utiliser plutôt des solutions
européennes qui sont garantes de vos données que des solutions américaines. On en parle beaucoup. Et donc, du coup, on est en train de revenir un petit peu en arrière. Et donc, du coup, ces sujets de cyber sont en train d'arriver comme un sujet aussi marketing. Et en plus, ils sont, on le voit de plus en plus dans la presse, qu'il y a vraiment un pan entier de l'économie qui peut être Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on choisit un prestataire européen qu'on sera mieux protégé. Mais vous avez quand même soulevé aussi un point. Alors, d'un côté, certainement une responsabilité de la PHP sur la protection des données des patients, mais aussi, vous avez soulevé un point, c'est la responsabilité de l'éditeur du logiciel. Exactement. Ça, c'est un point où... Est-ce qu'aujourd'hui, quand on porte plainte contre une attaque, est-ce que ça remonte jusqu'à l'éditeur du logiciel? Est-ce qu'il peut être jugé, responsable? Non, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de contrainte, ce qu'on appelle de la robustesse du logiciel. En fait, quand vous achetez une voiture, vous estimez qu'elle doit être résistante à un crash. Quand vous achetez un logiciel, vous devriez aussi estimer qu'il puisse être résistant à un piratage externe ou interne. Et en fait, ce n'est pas encore la norme dans les mentalités et dans les us et coutumes du monde. Mais je sais que l'écosystème se mobilise pour ça, puisqu'il y a des revendications assez fortes en France pour qu'une responsabilité sur les éditeurs soit enfin actée. Et même, au-delà de ça, depuis la création de l'ANSSI en 2009, l'ANSSI, donc, qui est l'autorité nationale en termes de cybersécurité, milite en fait pour que les logiciels soient robustes by design, par défaut. Oui. Et donc elle a mis en place des certifications pour justement mettre en avant la qualité de l'écosystème français, de la même manière que nos logiciels sont certifiés par l'ANSSI. Des entreprises comme ISWEC aussi garantissent que les vulnérabilités sont stockées aussi de manière sécurisée. Et ça, je pense que la robustesse globale de l'écosystème numérique, c'est un enjeu très fort pour l'Europe, avec de nombreuses certifications qui ne sont souvent pas imposées par les clients parce qu'elles coûtent plus cher. Donc il faut aussi mettre en avant le besoin de restaurer de la confiance dans le numérique, et ça, ce besoin, il passera par de la robustesse. Exactement. Et puis moi, je vais juste rajouter un point qui me tient à cœur, c'est qu'aujourd'hui, on a facilité la commande publique, donc nos collectivités et un ensemble, tout un pan de l'économie française qui est aussi garant de nous en tant que citoyens, de nos données, etc. On facilite la commande, mais à côté de ça, on n'impose pas des contraintes en termes de cybersécurité. Donc en fait, un maire, il n'a pas spécialement les moyens. À la PHP, ils ne se préoccupent pas de la cybersécurité. Ils achètent un logiciel pour son cœur de métier, son besoin métier. Et aujourd'hui, on facilite cette commande, mais d'un côté, on oublie, ils ne se préoccupent pas globalement. Ils considèrent que si c'est recommandé dans le catalogue de la commande publique, du coup... Là, vous faites référence à quoi? À l'annuaire qui est mis en l'UGAP, place? par exemple, tous les logiciels qui sont fournis, l'UGAP, qui facilitent la commande publique. Aujourd'hui, il n'y a aucune contrainte en termes de cybersécurité, donc n'importe quel éditeur, une fois qu'il est référencé, peut vendre à toutes nos collectivités. Chaque collectivité prend sa responsabilité en termes de cybersécurité une fois qu'il est installé, mais sauf qu'on va démultiplier les coûts, parce qu'au final, chaque collectivité devrait faire tester par YesWeHack ou surveiller par l'entreprise de Jacques ces systèmes, alors que si on faisait un tronc commun, ça nous coûterait moins cher et en même temps on aurait des bonnes bases, et ça c'est important. On voit le chantier pour les collectivités, les entreprises. Maintenant, pour le citoyen, alors qu'est-ce que vous recommandez? Si on a reçu cet email nous indiquant qu'effectivement une partie non négligeable de nos données ont été subtilisées, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement être prudent des sollicitations Être prudent externes, vis-à-vis de quoi? De personnes qui peuvent les solliciter de manière inhabituelle, des appels qui sont nouveaux dans leur écosystème de leur téléphone, des courriers aussi qu'ils n'ont pas l'habitude de recevoir. Par exemple, aujourd'hui en France, quand vous créez une entreprise, vous recevez plein de faux courriers qui vous incitent à souscrire à des annuaires européens de référencement qui paraissent légaux et obligatoires, qui sont juste des souscriptions optionnelles. Et c'est un peu pareil, ces gens-là, ils vont être soumis sûrement à un peu plus de stress externe. Donc on peut imaginer qu'ils reçoivent un mail leur disant voilà, on connaît votre numéro de sécurité sociale, donc on est la sécurité sociale, vous pouvez nous croire, et on vous demande de rentrer votre numéro de carte bancaire pour effectuer une transaction, pour avoir un remboursement, pour être dédommagé, ou je ne sais quoi. L'objectif au final, c'est quand même d'aller voler de l'argent. C'est ça. En fait, il faut, dans le numérique en général, il faut toujours se dire est-ce que si la chose qu'on me demande sur mon téléphone, on me l'a demandé dans le réel, dans la rue, je la ferai.
avec un inconnu. Et si la réponse est non, eh ben, il faut pas le faire. Et souvent, on a tendance, parce que c'est nouveau, et que c'est numérique et que c'est immédiat, à faire des choses qu'on ne ferait pas naturellement avec un inconnu. Avec un inconnu, mais là en plus, ça peut être davantage piégeux, puisque à partir des données qui sont déjà entre les mains des pirates, ils peuvent se faire passer pour un organisme qui nous semble de confiance. Justement, c'est le risque, parce que du coup, ils vont vous mettre en confiance. Et en plus de ça, aujourd'hui, on est en pandémie, on a le Covid, etc. Donc, on va en plus cet effet de stress. Et en plus, ça, on est vraiment dans le cœur, c'est-à-dire santé. Oui. Et donc, du coup, il peut vraiment... Enfin, là, on a tout ce qu'il faut, la bonne recette pour justement créer tout un tas de scénarios malveillants. Et le pire, c'est vraiment fraude au niveau de son identité, parce qu'on peut le coupler parfaitement avec d'autres données qu'on aurait récupérées sur d'autres bases qui ont été exfiltrées durant l'année ou durant ces 2 dernières années. Là, on a de la donnée qui est assez fraîche. Donc, du coup, les numéros de sécurité sociale, couplés avec d'autres choses, peuvent être intéressants. Donc, il faut attentif, l'hygiène informatique et pas... L'Internet, c'est simple, mais ça reste un sujet qui est compliqué et qui touche chacun. Il faut être parano. Alors, la préfecture de police a mis en ligne un formulaire de plainte, justement, pour les personnes qui seraient victimes d'une approche malveillante. Donc, on pourrait déclarer, en fait, une mauvaise intention très facilement en remplissant un formulaire. Plus besoin d'aller porter plainte au commissariat. Ça, c'est utile. Est-ce qu'après, derrière, cette brigade de lutte contre la cybercriminalité, elle en fait quoi de toutes ces déclaration. Et en fait, déjà, il faut le faire. Il faut le faire pour qu'il y ait un traçage et qu'il y ait des actions groupées. Parce que, vous savez, les pirates sont souvent pas très malins et ils laissent toujours des traces. Et donc, avec le volume de personnes qui se font... qui subissent du phishing, par exemple, la police peut remonter des traces, par exemple par des téléphones utilisés pour envoyer des SMS. Et donc, il faut vraiment, je pense, matérialiser l'acte malveillant par une plainte. Ça, Donc, ça vaut la peine de jouer le jeu. Oui, il faut jouer le jeu. Et ça permet aussi au pouvoir public de mesurer l'ampleur des moyens nécessaires à mettre en face de ce risque de piratage et de malveillance numérique. De toute façon, la cybersécurité, c'est un sport collectif, faut le voir comme ça. On a besoin de tout le monde et chacun est acteur de la sécurité de son entreprise, de lui en tant que personne et de sa famille et de notre usage au final. Qu'est-ce qu'on sait du mode opératoire sur cette attaque qui a visé la PHP? Est-ce que c'est un mode opératoire classique, simple? Honnêtement, les détails ont assez peu filtré. Ce qu'on sait, c'est que dans ce genre de piratage, c'est soit juste une erreur de configuration, c'est-à-dire que le logiciel était déjà en accès libre, avec les fichiers qui étaient en accès, et une personne les a trouvés, et une autre encore, et donc une deuxième, par exemple, l'a déclaré aux autorités. Mais c'est souvent uniquement ça, en fait. Enfin, c'est souvent des erreurs juste de configuration, de dire si un serveur de fichiers est accessible ou non de l'extérieur. Et ça, en fait, il faut le dire. C'est ce qu'on pourrait appeler, alors ils l'ont déclaré comme une faille récente dans l'outil numérique. Oui, c'est ça, une faille récente, c'est quelque chose qui n'est pas protégé? Ce qui est important, c'est à prendre avec des pincettes. Comme le disait Jacques, souvent, on est à l'ère du cloud, donc en fait, on va avoir tendance à partager nos fichiers et se dire, en fait, le fournisseur, c'est lui qui sécurise et c'est sécurisé par défaut. Sauf que c'est pas vrai. On se défausse. Donc du coup, il y a 2 sujets. Là, on a un sujet où c'est un partage de fichiers entre des entités qui étaient protégés par un mot de passe. Donc là, aujourd'hui, la question, c'est est-ce que le mot de passe était Toto ou est-ce que c'était un mot de passe robuste? Ça, on ne sait pas. Et après, comme on ne sait rien de cette attaque... Toto, c'est pas le plus fréquent, je crois que c'est 1, 2, 3, 4. Oui, 1, 2, 3, 4. Il y a plein. C'est un exemple assez simple. Ou sinon, en fait, vous allez avoir des vulnérabilités de type 0D, on appelle ça, en fait. Donc, c'est des vulnérabilités qui ne sont pas connues, en fait, qui sont des vulnérabilités que nous, on va, par exemple, chez YesWeHack, on est là pour trouver les failles et les permettre aux éditeurs de les corriger à nos clients. Là, ce serait une attaque beaucoup plus sophistiquée. Exactement. Donc, du coup, il faut... Là, quand ils évoquent une faille récente, on n'est pas sur une 0D, puisque ça veut dire qu'ils l'avaient identifiée. Potentiellement. On n'en sait pas grand-chose, mais ça veut dire le temps de déploiement d'une faille, c'est toujours, vous l'identifiez, vous la corrigez, et après, vous allez la déployer sur vos clients. Et ça met en attendant, cette faille, elle est revendue, en fait, sur le black market, au marché noir, à des pirates. En fait, ou même, elle est juste référencée sur des sites qui sont ouverts, c'est-à-dire qu'il y a des sites qui référencent les failles parce qu'elles sont censées avoir été corrigées, des sites qui sont accessibles aujourd'hui de manière très ouverte. Et en fait, au-delà de ça,
effectivement, ça pouvait être une faille de 0D, donc une faille assez spécifique, mais juste une faille ancienne qui n'avait pas été corrigée. Et c'est un sujet qui a été globalement amené par le plan cyber du président en février dernier. Alors oui, ça on va avoir besoin de moyens. C'est effectivement, les conséquences sont très importantes et pour les citoyens, mais aussi pour toute l'économie française. Il va falloir apprendre à mieux se protéger. Merci beaucoup Guillaume Vassaux-Houlière, président de Yes We Hack, et Jacques Delarivière, président de Gatewatcher, pour vos éclairages sur cette cyberattaque. Juste après la pause, c'est le rendez-vous des apps. On continue avec le thème de la santé.